Et au niveau de tes émotions, tu te sens bien? Ou triste? Je sais pas, elles sont moins intenses. Les corps humains biologiques produisent des hormones. De la dopamine, de la sérotonine, des œstrogènes, de la testostérone. Ces substances influencent les humeurs. À présent, toi, tu n'en as plus. La dopamine, cette molécule magique à l'origine de la sensation du plaisir qui est libérée dans notre cerveau quand on mange son plat préféré, après une intense séance de sport, pendant le sexe, ou même pendant une activité beaucoup plus posée, comme par exemple regarder les épisodes d'une bonne série, avec un univers captivant, des personnages marquants et une fin qui est satisfaisante. Seulement voilà, la série Alien Earth ne procure rien de tout ça, et il suffit d'assister seulement aux 20 premières minutes pour comprendre exactement à quoi on a affaire. Tu peux venir, on t'attend! On fait la course? Pour rappeler le contexte, ce truc est censé se dérouler dans le même univers que celui du film Alien, le 8e passager, sorti en 79. Un chef-d'œuvre intemporel et incontournable de la science-fiction, mais aussi, surtout, de l'horreur, avec une trame centrée sur le fameux incident, rencontré par l'équipage du Nostromo, un cargo spatial en plein voyage de routine qui, après une simple mission de vérification sur une planète en apparence désertique, avait été infecté et presque entièrement décimé par une forme de vie complètement inconnue. Alien. Une sorte de parasite nuisible, vicieux et destructeur. Un petit peu comme cette série, qui est censée se dérouler 2 ans avant les événements du premier film. On n'est donc plus en l'an 2122, mais en l'an 2120. Mais bizarrement, la série décide de nous introduire 2 nouveaux concepts dont on n'a jamais entendu parler avant. D'abord, il y a les cyborgs, des êtres humains améliorés grâce à des implants cybernétiques. Une technologie de pointe qui a l'air vachement pratique dans toutes sortes de situations. Et puis, il y a surtout les hybrides, qui sont en quelque sorte des robots dans lesquels vont être téléchargés des consciences humaines. Et plus précisément des enfants, parce que soi-disant... Ça marche pas sur les esprits adultes? Les esprits adultes sont trop rigides pour ça. Ils arrivent pas à les transférer. Mais nos esprits, les esprits d'enfants, se transfèrent très bien. Et c'est dans ce contexte-là que la série nous présente son héroïne principale, Wendy, avec une apparition très impactante. Wendy, tu peux venir, on t'attend! Un super atterrissage de super-héros, regarde! Super atterrissage! Ça nique les genoux, faut le savoir. Non mais plus sérieusement, avec un corps fait entièrement en métal, vous pensez pas que l'impact sur le sable aurait dû être un petit peu plus percutant que ça? Enfin bref, arrêtons de chercher la petite bête et déconnectons notre cerveau. Laissons-nous immerger dans cet univers fabuleux qui commence ici, sur l'île du pays imaginaire, dans le centre de recherche scientifique de la société Prodigy, une méga corporation à influence mondiale qui a été fondée par ce personnage, Boy Cavalier, un jeune surdoué, multimilliardaire, celui qui est à l'origine de la fameuse technologie capable de scanner la conscience humaine pour ensuite la transférer dans des corps synthétiques. Et pour son expérience, on voit au début qu'il choisit de sélectionner des enfants atteints de maladies en phase terminale, puisque, bien évidemment, ces enfants n'auraient pas eu d'autres perspectives de vie de toute manière. Déjà, rien qu'avec cette prémisse, on pourrait se demander quelles sont les implications métaphysiques et transhumanistes derrière cette nouvelle technologie. Quelle est la nature de la conscience? Est-ce que l'esprit, l'âme de ces enfants, aurait réellement survécu sous la forme de leur nouvelle incarnation en tant que machine? Ou bien est-ce que ces enfants ne se feraient pas tout simplement tuer au cours de l'expérience, et puis leurs souvenirs seraient ensuite copiés sous la forme de données informatiques? Toutes ces questions philosophiques peuvent rappeler d'autres grands classiques comme Ghost in the Shell, Star Trek ou Blade Runner, qui ont tous abordé ces dilemmes existentiels en proposant toutes sortes d'interprétations intéressantes. Mais pour ce qui est de Alien Earth, je vous laisse voir par vous-même à quoi la série fait l'allusion. C'est bizarre ça. Ça bouge dans tous les sens quand je cours. Tu es dans un corps adulte maintenant. Je serai près de toi pendant toute la transition. Des œstrogènes, de la testostérone. Ces substances influencent les humeurs. À présent, toi, tu n'en as plus. On a essayé de simuler leurs effets pour reproduire une sorte d'adolescence pendant que tu t'habitues à ton corps de femme, histoire de faciliter un peu la transition. Pour ceux qui ont compris l'analogie très subtile, vous voyez déjà à quel point cette série est kids-friendly. Enfin bref, passons au reste des personnages. En plus de Wendy, il y a aussi les autres gamins qui ont été convertis en hybrides. J'ai oublié leur nom, mais on s'en fout puisque de toute façon la série ne fait aucun effort pour les caractériser. On va juste les appeler les garçons perdus. Les garçons perdus? Pour rester dans les références à l'univers de Peter Pan, puisque la série a l'air d'être obsédée par ça. Donc en plus des garçons perdus, on a aussi le personnel du centre de recherche, avec toute l'équipe de scientifiques qui sont genre 3. Il y a d'abord ce mec bizarre, aux cheveux blancs, qui s'appelle Kirsch. Vous étiez seulement de la nourriture. Moi. L'humanité. Et qui est en fait ce qu'on appelle un synthétique, c'est-à-dire un robot doté d'une intelligence entièrement artificielle, comme le personnage de Ash dans le film original. Il y a cette femme qui joue le rôle de la psy chargée de surveiller la stabilité mentale des hybrides, donc des enfants, mais qui va rapidement se faire dépasser par son rôle. Je t'ai dit d'arrêter! Très bien, ma puce.
Et enfin, il y a aussi ce mec qui est soi-disant le mari de la psy, sauf qu'il a genre 20 ans de moins qu'elle. Et on essaie de nous raconter que les deux essayent d'avoir un enfant, mais qu'ils n'y arrivent pas, pour une raison mystérieuse, bizarrement. On se demande bien pourquoi. Pourquoi t'as pas d'enfant? Bah, on a essayé, mais ça a pas marché parce que j'ai une faible concentration de sperme. De sperme. Oui, sperme, c'est drôle comme mot. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Depuis quand c'est normal de discuter de taux de sperme avec une gamine de 11 ans? J'aimerais vraiment qu'on m'explique quelle était l'utilité de cette interaction. Mais enfin bon, peu importe. De toute façon, leur dialogue finit heureusement par être interrompu quand il se passe enfin quelque chose. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. Un vaisseau spatial s'écrase au milieu de la ville de Prodigy City. Boy Cavalier apprend aussitôt, grâce à son réseau d'informations, que le vaisseau appartenait à une corporation rivale, la Wayland Yutani. Et comme le crash a eu lieu sur son territoire, il décide d'envoyer ses équipes récupérer les restes du vaisseau Un vaisseau d'exploration scientifique bourré de je ne sais quoi, moi je dis qu'il est à nous maintenant. pour s'approprier toutes les ressources qui sont à bord. Seulement voilà, Wendy débarque dans la salle au même moment pour exiger qu'on la laisse partir, elle aussi, sur le lieu du crash. On peut s'en charger? Et pour quelle raison est-ce qu'elle tient à rejoindre la mission? Eh bien c'est parce que Wendy a un frère, Joe, qui ignore encore que sa sœur est encore en vie, vu que l'expérience de création des hybrides par Prodigy s'était déroulée dans le secret. Et il se trouve que le frère travaille justement pour la même entreprise, en tant que secouriste, parmi les équipes de sécurité envoyées sur le lieu du crash du vaisseau. Raison pour laquelle Wendy cherche absolument à intervenir. On est rapide, on est fort et on est incassable. On peut se charger de ça. Ah oui, un autre détail important que j'avais oublié de préciser sur les hybrides, non seulement les scientifiques ont eu la bonne idée de transférer des esprits d'enfants immatures dans des corps de robots, mais en plus de ça, ils ont décidé de leur donner à tous une force surhumaine. Bah oui, pourquoi pas. C'est pas comme s'il y avait des chances que ça se retourne contre eux. Mais revenons-en à la requête de Wendy, qui exige d'aller secourir son frère sur le lieu du crash. Logiquement, Boy Cavalier aurait plusieurs raisons de refuser. 1. Le secret de la création des hybrides n'est pas censé s'échapper de l'île. 2. Les hybrides n'ont jamais été entraînés ou préparés à ce type de mission. 3. Chaque hybride qui serait détruit représenterait une énorme perte financière pour la société. Mais malgré tout ça, devinez quelle est sa réponse. Envoyez-les. Pardon? Oui? Bah oui, forcément, puisque sinon il n'y aurait pas d'histoire. Et le pire, c'est qu'il accepte même pas seulement de laisser partir Wendy, il envoie aussi tous les autres. On part en mission. Non, sérieux? On verra comment ils réagissent au stress. Monsieur, ils n'ont aucun entraînement spécifique. Ce sont encore des prototypes pour l'instant. La perte d'une seule unité serait une vraie catastrophe. Alors vous n'avez qu'à pas en perdre. Juste pour rappel, ce mec est censé être soi-disant le génie le plus intelligent de la planète. Allez tout le monde au boulot. Nous quittons donc l'île du pays imaginaire pour arriver sur le lieu du crash, où on suit le point de vue de Joe qui s'apprête à explorer les débris du vaisseau pour chercher des survivants. Pour je ne sais quelle raison, l'armée d'agents de sécurité décide d'envoyer seulement 2 soldats humains pour l'escorter. Bonne chance les gars. Putain, fais chier. Allez. J'aurais dû me mettre en arrêt aujourd'hui. Au lieu d'envoyer une équipe de reconnaissance composée de robots synthétiques. Je rappelle qu'on est dans le futur, hein. Mais bon bref. Les 3 débiles rentrent donc pour explorer, et waouh, l'intérieur de ce vaisseau a l'air vachement intact pour un engin aussi énorme qui s'est crashé depuis l'orbite terrestre. Putain. Mais bon bref. Ils finissent par trouver une salle d'opération chirurgicale où ils tombent sur des cadavres humains. Je crois pas qu'il soit mort dans le crash. C'est là que le frère de Wendy examine les corps des membres d'équipage et il en déduit que leur décès n'a pas été causé par le crash en lui-même, mais aurait en fait été provoqué par une sorte de toxine. Tu vois ses lèvres bleues? C'est sans doute dû à une toxine. Il avait comme des corps étrangers dans l'appareil digestif. Mais on dirait qu'ils y sont plus. Et donc, à votre avis, quel serait le protocole de sécurité dans ce genre de situation? Quelle serait la décision la plus intelligente? Option 1, évacuer les lieux, placer tout le monde en quarantaine et contacter immédiatement une équipe de décontamination spécialisée avec le bon équipement, des combinaisons de protection, des masques à gaz, etc. L'appareil peut être infecté, tu connais la procédure de quarantaine. 24 heures de décontamination. Ouvre le sas! Écoute-moi, si on n'applique pas la quarantaine, on peut tous mourir. Ou alors, option 2, n'appeler aucun renfort, ne contacter personne et continuer d'avancer à l'aveuglette sans aucune reconnaissance préalable, avec 0 équipement dans une zone très probablement contaminée qui pourrait représenter un danger biologique grave. Ok, on avance. Nous, on est les secours. Laissons la scientifique jouer les détectives. Ah, ok, on avance. Les 3 abrutis continuent de s'enfoncer de plus en plus profondément vers l'inconnu. On les voit passer à travers un énorme trou dans le mur qui les fait sortir du vaisseau pour ensuite arriver dans la cage d'escalier d'un immeuble en ruine. Et naturellement, ils continuent de descendre jusqu'à arriver au bord d'un précipice. Il va falloir sauter. Pourquoi ils décident de sauter au lieu de rebrousser chemin? On sait pas. Est-ce qu'ils ont des cordes? Non. Comment ils ont prévu de remonter si jamais ils trouvaient un ou plusieurs blessés? On ne sait pas non plus. Mais bon, vu la connerie des personnages, on n'est plus à ça près déjà.
Sibérian! T'avises pas de me laisser tomber! Je te tiens! Puis soudainement, quelque chose attire l'attention du frère de Wendy. Une créature tapie dans l'ombre. Et c'est là que la star du film original fait enfin son apparition. Mais comme toute l'histoire de cette série est centrée autour de lui et sa sœur, bien évidemment, il arrive à s'en sortir. Et c'est seulement après ça que ce con décide enfin d'appeler des renforts. Je te demande du renfort. Pendant ce temps, à l'extérieur des ruines, le groupe de Wendy finit par atterrir à côté du crash, là où l'armée est toujours en train d'établir un périmètre de sécurité, et on les conduit vers une tente militaire pour les briefer sur la situation. C'est là que quelque chose d'extraordinaire se produit. Wendy réussit à trouver instantanément la localisation de son frère au travers des caméras de sécurité du bâtiment en ruine. Mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est quel étage, ça? Le 65e. Comment elle réussit à faire ça? C'est grâce à une toute nouvelle capacité qu'elle a développée. Wendy est littéralement capable de manipuler la technologie à volonté. Et je précise bien n'importe quelle technologie. Elle peut contrôler tous les systèmes de surveillance à partir d'un simple écran, de n'importe quel appareil. Manipuler le flux des données informatiques par la pensée, et même carrément réécrire le code de programmation de toutes les machines à distance. Et le pire, c'est que l'équipe tout entière des scientifiques de Prodigy est au courant. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a réécrit le code, je sais pas comment. C'est nous qui lui avons donné cette compétence? Ils le savaient même depuis le jour d'avant, c'est marqué là. Mais bizarrement, ça leur pose aucun problème de laisser cette gamine de 11 ans faire ce qu'elle veut. Elle est connectée au réseau Prodigy, donc on pourrait contrôler ses paramètres et son flux de données, mais on n'a jamais pensé qu'elle pourrait... Elle pourrait décider de foutre en l'air tout leur système de sécurité, pirater leurs informations compromettantes, ou même réduire le montant de leur compte bancaire à 0, si elle voulait. Vous pensez qu'on n'aurait pas dû lui donner l'accès? Je crois que ça la distrait. En tout cas, ça l'apaise. C'est du favoritisme. Bon, ok. Donc après le briefing dans la tente, le groupe de Wendy va se séparer en deux groupes, comme dans un putain d'épisode de Scooby-Doo. Slightly, accompagne-la. Moi? Les autres, vous venez avec moi, il faut qu'on fasse vite. Une première équipe, composée de Kirsch et du reste des garçons perdus, va partir en mission de reconnaissance à l'intérieur du vaisseau. Pendant qu'une seconde équipe, menée par Wendy, qui a été promue au rang de chef d'équipe maintenant, apparemment, va aller secourir son frère qui se trouve dans l'immeuble en ruine. Quelques minutes plus tard, la première équipe qui explore les débris du vaisseau finit par tomber sur quelque chose qui est à la fois surprenant, choquant et fascinant. Une nouvelle forme de vie inconnue, ressemblant à une espèce de plante carnivore. C'est un monstre, tuons-le. Non, nous les scientifiques, on tue pas. Kirsch décide donc qu'il faut capturer cette créature. Mais comme il ne possède pas l'équipement pour le faire, encore une fois, au lieu de faire appel à des équipes spécialisées, il ordonne à 3 des garçons perdus de continuer à explorer le vaisseau pour chercher du matériel qui pourrait leur être utile. Hurley, tu vas t'en charger. Emmène Smee et Nibs et essayez de trouver un moyen de capturer cette chose. Au cas où il y aurait une grosse cage ou un filet qui traîne quelque part, je sais pas. Et c'est là que les 3 gamins finissent par trouver une salle de laboratoire où ils se font attaquer par cette chose. Mais heureusement, comme ils possèdent des corps synthétiques super résistants, ils réussissent à neutraliser le spécimen. Kirsch les rejoint quelques minutes plus tard, puis après avoir accédé au journal de bord contenu dans l'ordinateur du laboratoire, c'est là que le vrai secret derrière la mission de ce vaisseau est enfin révélé. C'est un vaisseau d'exploration de l'espace interstellaire. Ils ont dû collecter des spécimens. Je croyais que spécimen, ça voulait dire pas vivant. Mais du coup, qu'est-ce qui a pu mal tourner à bord? Est-ce que le vaisseau se serait écrasé parce que l'équipage aurait perdu le contrôle des spécimens, ou bien ce serait l'inverse, et ce serait quelque chose d'autre qui aurait causé le crash? Je vous le dis déjà, vous n'êtes pas prêts pour cette révélation à couper le souffle. En attendant, on retourne du côté de Joe, à l'intérieur de l'immeuble en ruine, où il finit enfin par tomber sur un autre agent de sécurité, qui est tout seul, lui aussi apparemment. Bordel de merde, ils sont où les autres? On n'a plus aucun contact. La pire société de sécurité qu'on ait jamais vue. Mais le plus débile dans cette scène, ce n'est même pas cet agent, c'est plutôt ce qu'il découvre derrière cette porte. Secours d'urgence! Ouvrez! Tant de vacarme. Vous pourriez être plus discret. Une fête costumée, dans l'un des appartements du même immeuble, là, qui vient de se faire percuter par un putain d'engin spatial. Monsieur, nous évacuons l'immeuble. Nous sommes au milieu d'un dîner. Il y a un vaisseau spatial dans l'immeuble. Donc vous voulez nous faire croire que personne à l'intérieur n'a remarqué ni les tremblements de terre, ni les plafonds qui s'effondrent, ni les fenêtres qui explosent? Non mais sérieusement, est-ce qu'on est dans une série de science-fiction ou c'est une parodie? Enfin bref, Dieu merci, l'alien refait son apparition. Quoi encore?
Il extermine tout le monde quasi instantanément. Sauf le frère, hein, évidemment. L'alien se contente juste de lui baver dessus pendant 50 ans. Jusqu'à ce qu'un autre personnage vienne le secourir. Morrow, le dernier survivant du crash, qui est un cyborg à la solde de la corporation Weyland-Yutani, chargé de rapporter le spécimen à ses employeurs. Mais malheureusement pour lui, l'alien s'échappe encore une fois. Il y a quoi dans le sac? Des provisions. Oh putain, c'est quoi? Main en l'air! Grâce à l'inaptitude des services de sécurité. C'est marrant comment la créature élimine à chaque fois tous les figurants en un claquement de doigts, mais par contre, quand il s'agit de Morrow ou du frère de Wendy, il les laisse constamment en vie. C'est comme si l'alien savait que c'était des personnages principaux. Peut-être qu'il a lu le script, je sais pas. Mais bon bref, quelques minutes plus tard, Joe finit enfin par avoir sa scène de retrouvailles chaleureuse avec sa sœur. À qui tu parlais, là? À mon père. Mais sauf qu'au début, il ne sait pas quelle est sa sœur, évidemment, puisque comme c'est seulement la conscience de la petite fille qui a été transférée dans ce nouveau corps, son apparence est complètement différente, forcément. Heureusement, Joe accepte quand même de les suivre. Tu peux venir? Ok. Et puis quelques minutes plus tard, Wendy finit enfin par lui avouer la vérité. C'est moi. Ça y est, je t'ai trouvé. Voilà, on y est, le grand moment de vérité. Mais comment le frère va-t-il réagir à cette révélation? Tu es morte. Je t'ai vu te faire enterrer. Ouh, il est évidemment sous le choc. Joe se retrouve face à ce fameux dilemme philosophique et métaphysique. Est-ce qu'il s'agit réellement de sa sœur, ou bien est-ce qu'il a juste affaire à une machine qui a été programmée pour se comporter comme sa sœur, avec les mêmes souvenirs qui ont été copiés? C'est un dilemme émotionnel, une question complexe, difficile à résoudre. Et avant de pouvoir renouer un début de relation avec sa sœur, ou celle qui prétend être sa sœur, il lui faudra sûrement beaucoup de temps pour réussir à... Ah non, en fait, laissez tomber. Il se fait tout de suite convaincre après lui avoir posé seulement 2 questions. 2 putains de questions. Ton premier jour de crèche, papa est passé te chercher, t'étais toute sale et t'avais la lèvre qui saignait. Qu'est-ce que tu as dit? Ça m'a pas trop plu. Le matin de Noël, t'avais 7 ans. Tu m'as réveillé aux aurores. Qu'est-ce que tu as dit? Je trouve vraiment pas que mon gros orteil ressemble à mon pouce. Visiblement, là, à ce stade, on a déjà la preuve que cette série n'a rien de profond à nous raconter. Du coup, je vais juste abréger la suite. Donc, quelques minutes après avoir secouru son frère, Wendy décide de l'emmener dans la zone la plus sûre et la plus sécurisée qui existe à proximité. La salle de couveuse des spécimens extraterrestres parasites à l'intérieur du vaisseau. Là où se trouvent les œufs des fameux facehuggers. Ces petites saloperies qui vous sautent au visage pour vous pondre dans la gorge un bébé alien qui vous fera exploser de l'intérieur. Pourtant, elle devrait savoir que ces trucs sont dangereux parce que Kirsch l'en avait clairement informé. Il y a une cargaison dont vous devez vous charger. Smee est déjà en route. Ça peut pas attendre? Il s'agit d'espèces envahissantes. Si on ne les enferme pas, elles peuvent s'échapper, se reproduire. Et là, ce sera trop tard. Tu peux venir? Ok. Bravo Wendy, très bonne idée. Mais heureusement, juste avant que Joe ne se fasse enceinter par l'une de ces petites saloperies, il se fait sauver par l'alien. Mais attendez. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Le but des aliens, qu'on appelle les xénomorphes, c'est pas justement d'infecter le maximum d'humains possible et de se reproduire? Le frère de Wendy était clairement sur le point de se faire inséminer là. Alors pourquoi interférer? Ça va littéralement contre la fonction naturelle de l'alien. Personne n'a aucune idée de ce qu'il fait dans cette série. Même les aliens, quoi. Donc, forcément, le frère de Wendy échappe à une mort certaine pour la 4e fois et il se fait juste capturer et enfermer à l'intérieur d'un container, en attendant que sa sœur vienne le délivrer. C'est là qu'on assiste à un combat épique de 1v1 entre l'alien et Wendy, qui est équipé de rien d'autre qu'une poignée de coupe-papier. Mais bien évidemment, elle réussit à gagner hyper facilement. Et sans se faire éclabousser par une seule goutte de sang. Vous savez, le même sang acide, capable de fondre l'acier en 5 secondes. Et qui vous éclabousse même quand vous utilisez une mitraillette pour tirer à distance.
Donc si vous aviez des doutes, oui, Wendy est bel et bien une marissue. On ne nous montre même pas comment elle réussit à décapiter l'alien, carrément. Parce que tout se passe en hors-champ, derrière une grille. Super. Donc toute cette aventure se termine avec la société Prodigy qui décide enfin de déployer des équipes spécialisées pour passer le vaisseau au peigne fin et capturer les spécimens extraterrestres afin de les ramener sur l'île du pays imaginaire dans le but de les étudier. Et après ça, la série est pratiquement terminée. Le reste des épisodes servent presque tous à faire que du remplissage. Avec des heures et des heures de drama inutile et les personnages qui accumulent les décisions de plus en plus débiles. On aura le personnage de Morrow, le cyborg qui va vouloir récupérer les spécimens pour le compte de la Weyland-Yutani et pour ça, il va utiliser le chantage pour pouvoir infiltrer le centre de recherche. Mais au lieu de faire chanter l'un des adultes ayant accès au labo, il va choisir l'un des stupides gamins. Mais je sais pas comment je vais m'y prendre. Moi, je suis tout seul et il y a plein de gardes et ils ont des armes. Bon, alors... je vais te dire ce que tu dois faire. Au lieu de prendre discrètement un œuf, tu vas prendre une personne. Une personne? Oui, dans le labo. Tu prends qui tu veux. Tu l'emmènes voir les œufs. Faut qu'elle soit très proche. Pourquoi? Eh bien, l'œuf va éclore et quelque chose va en sortir. Ne te fais pas de soucis. Il a ma famille. Quoi? J'ai une famille aussi. Et ironiquement, c'est le mec du sperme qui va y passer, après s'être fait lui-même enceinter. Bien reçu. En parallèle de ça, on aura Boy Cavalier qui va vouloir se servir du frère de Wendy comme cobaye, comme ça, juste pour le fun. Non, attendez une seconde. Je sais qu'il faut qu'on l'utilise. Entrez, je vous laisse un peu d'intimité. En le livrant à l'un des spécimens, l'espèce de pieuvre globe oculaire là. Et on aura évidemment Wendy qui sera pas trop d'accord avec cette idée. Du coup, forcément, comme elle possède tous les pouvoirs de Neo dans Matrix à ce stade, et qu'en plus de ça, elle peut maintenant contrôler l'alien. Comment elle fait ça? On ne sait pas. Ça sort de nulle part. La série essaie de nous raconter que Wendy aurait développé une sorte de connexion psychique ou spirituelle avec la créature, mais ne donne aucune explication sur pourquoi, comment, ni quand cette connexion a pu s'installer. Mais en tout cas, grâce à ça, elle est maintenant libre de prendre son indépendance en tant que femme forte pour pouvoir se rebeller contre le patriarcat. Vous n'êtes pas Peter Pan. Lui, c'est un garçon qui n'a jamais grandi, mais vous n'avez jamais été un garçon. Vous êtes un homme depuis le départ. Un méchant et colérique petit homme qui a décidé de détester tout le monde, tout comme votre père. Les adultes finissent donc enfermés dans une cage sous le contrôle des enfants. Et pour ce qui est du reste du personnel présent sur l'île, Wendy les fait tous massacrer en utilisant son nouvel animal de compagnie. Pour éliminer les équipes d'hommes et de femmes du service de sécurité. Ça leur apprendra à vouloir gagner leur vie. On fait quoi maintenant? On prend le contrôle. Voilà ainsi comment se termine cette fabuleuse série. Et pour ce qui est du fameux secret, la vraie raison derrière le crash du vaisseau et l'échec de la mission menée par l'équipage chargé de capturer et ramener les espèces extraterrestres sur Terre, plutôt que de laisser planer le mystère, on a carrément droit à un épisode entier de flashback pour nous expliquer ce qui s'est passé. Tout ça en fait, c'était la faute de l'une des scientifiques qui faisait ses petites expériences sur l'un des spécimens avec zéro précaution, aucun masque à gaz en présence de formes de vie parasitiques et infectieuses. Et qu'est-ce qu'elle avait fait cette conne? Elle avait juste mal refermé l'un des conteneurs dans lequel une espèce de tique mutante était confinée. Et c'est cette même petite tique qui avait ouvert le couvercle avec ses petites pattes là pour ensuite pondre des œufs dans le petit déjeuner de la dame qui traînait sur la table.
et allez, à partir de là, les conneries s'étaient accumulées et multipliées les unes après les autres. C'est toi qui vas nettoyer. Des membres d'équipage qui crachent du sang, aucune mesure de quarantaine qui est respectée. Personne n'enfile de masque à oxygène et du coup, t'avais la moitié de l'équipage qui s'était fait infecter en quelques heures. Est-ce que le QI aurait été rabaissé à ce point depuis mon départ? En parallèle de tout ce bordel, il y avait aussi une sous-intrigue de conspiration avec l'ingénieur en chef qui avait été recruté par Boy Cavalier environ 17 jours avant le retour sur Terre du vaisseau pour saboter sa propre mission de l'intérieur. Mais sauf qu'on comprend vraiment pas l'intérêt d'avoir ajouté cette sous-intrigue, puisque de toute façon, la mission était déjà compromise à partir du moment où la tique mutante s'était échappée à cause de l'autre conne là. Et donc tout cet équipage de débiles mentaux se serait autodétruit quoi qu'il arrive en fait. Déjà à la base, on n'arrive même pas à croire que des crétins pareils auraient pu se débrouiller pour réussir à capturer ne serait-ce qu'un seul des spécimens sur leur planète d'origine, ou je sais pas où. Ce n'est jamais montré ou expliqué. En fin de compte, tout au long de cette série, on se rend compte qu'il n'y a qu'un seul et unique facteur qui fait avancer l'histoire. L'extrême incompétence des personnages. Et celui qui est le plus atteint par ce problème, c'est justement celui qui est censé être le plus intelligent, Boy Cavalier, l'espèce de Mark Zuckerberg multimilliardaire à l'origine de la création des hybrides. La série essaye de nous raconter qu'il est intelligent, mais à aucun moment, le script n'est capable de nous le montrer. Toutes ses actions ne font que nous prouver le contraire. Il est incapable de faire surveiller correctement les spécimens de son propre laboratoire, dont l'entrée n'est jamais gardée, et donc n'importe qui peut rentrer ou sortir comme ils veulent, comme si c'était le Club Med. À un moment, ce crétin débarque à l'intérieur alors qu'un œuf de parasite extraterrestre est littéralement exposé à l'air libre, prêt à lui sauter à la figure. Dehors. Quoi? Attendez! Et même au-delà de toutes ces conneries, comment est-ce qu'il peut laisser Wendy et le reste des hybrides complètement libres de leurs mouvements, alors qu'on sait qu'il leur a implanté une technologie permettant de traquer leur localisation et même de voir à travers leurs yeux à tout moment? Comment il a pu ne pas implanter aussi une commande de sécurité capable de les désactiver ou les neutraliser à distance, dans l'éventualité probable où ces gamins deviendraient hors de contrôle? Ce qui finit justement par arriver. Mais la cerise sur le gâteau, c'est quand il révèle enfin sa motivation dans cette scène, où on apprend qu'en fait, il ne serait pas intéressé par l'argent. On pense toujours qu'il s'agit d'argent avec les billionnaires. Son objectif, en vérité, ce sera de pouvoir un jour débattre avec quelqu'un qui lui soit supérieur intellectuellement. Je voudrais parler avec quelqu'un de plus intelligent que moi. Merci. Je dis pas que vous êtes bête. J'ai dit qu'il y a plus intelligent. Pour une fois dans ma vie, j'ai envie de grimper tout en haut de la montagne et de débattre avec quelqu'un qui m'éblouisse. Et c'est pour ça qu'il aurait choisi des enfants de moins de 12 ans pour son expérience. Logique. Vous croyez que ce sera un des enfants? Peut-être bien. Donc vraiment une motivation à la con. Au final, cette série serait presque une perte de temps complète s'il n'y avait pas quand même une leçon à en tirer. Comme dirait cette citation d'un certain écrivain, que je vais redire à ma sauce, rien à foutre. Les bonnes histoires nous révèlent la vérité sur leurs héros, mais les histoires de merde nous révèlent la vérité sur leurs auteurs. C'est évident que l'intention des scénaristes n'était pas d'écrire une flopée de personnages stupides et incompétents, mais ils ont écrit des personnages stupides et incompétents tout de même. Et pour quelle raison? Il n'y a pas 50 000 explications, c'est parce que les auteurs de cette série eux-mêmes sont incompétents. Point. C'est pas pour être méchant. Parfois, les gens ne sont pas qualifiés pour certains jobs. C'est comme ça. Ça arrive. Les personnages ne sont jamais plus intelligents que les auteurs qui les écrivent. Et il se trouve que pour toucher à un genre comme celui de la science-fiction, qui s'adresse à un certain type de public qui adore se prendre la tête sur des petits détails, les scénaristes ou les auteurs qui s'attaquent à ce genre-là devraient au moins faire l'effort de soigner tous les petits détails. C'est tout ce qu'on leur demande. Enfin bref, je vais pas m'éterniser. Si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, j'espère que mon résumé vous aura convaincu de ne jamais regarder cette série, parce que franchement, votre temps vaut beaucoup mieux que ça. Vous pourriez vous consacrer à des activités beaucoup plus riches en dopamine, comme par exemple vous poser sur le canapé, devant votre télé pour vous faire un marathon Alien, le 8e passager, suivi de Alien le retour, et vous vous arrêtez là. Voilà, parce qu'il n'existe pas de suite, pas de Alien 3, pas de Alien 4, pas de préquel ou de midquel comme ils disent aujourd'hui, et pas non plus de série à la con. Dans mon monde à moi, il n'existe que ces deux chefs-d'œuvre-là, et c'est très bien comme ça. J'ai le droit de rêver. Oui, chérie, on va rêver toutes les deux.